Personne n'aurait pu imaginer cela. Un secret, tapi dans l'ombre du continent africain depuis plus d'une décennie, soudain dévoilé aux yeux du monde entier. Un réseau clandestin d'espionnage, orchestré par nul autre que Benjamin Netanyahou, s'était insinué profondément au sein de presque toutes les nations africaines, récoltant des données, influençant des contrats, renversant des gouvernements. Pourtant, un seul homme osa entreprendre d'effacer cette toile invisible, Ibrahim Traoré. L'histoire retiendra l'instant où il coupa le flux sucré d'informations vers Tel Aviv comme le moment fondateur où l'Afrique, pour la première fois, rédigea ses propres lois. Qu'est-ce qui aurait pu faire s'effondrer un tel système sophistiqué en l'espace d'une seule nuit? Qui détient vraiment le pouvoir sur ce continent? Tout débuta par une piste qui semblait anodine. Un contrat de télécommunication de 200 millions de dollars, discrètement signé entre une entreprise dite neutre et le ministère de l'Intérieur du Burkina Faso. Mais, lorsque Traoré ordonna une enquête, il découvrit qu'à chaque mois, plus de 3 téraoctets de données personnelles, de dossiers de sécurité et de cartes minières étaient transférés directement vers des serveurs à Tel Aviv. Et il ne s'agissait pas d'une seule entreprise, mais de 6 sociétés différentes, contrôlant 70% de l'infrastructure militaire et économique du pays, toutes liées dans la même toile. Qui leur avait ouvert les portes, et pourquoi personne ne s'était-il exprimé depuis 15 années? Le 12 mai 2024, un rapport classifié de plus de 400 pages, émis par le Bureau de contre-espionnage du Burkina Faso, arriva sur le bureau de Traoré. Dès la première page, il comprit qu'il s'agissait d'un combat pour la survie. Le document révélait l'étendue du réseau secret, patiemment construit sur plus d'une décennie par Benjamin Netanyahou et ses conseillers les plus proches. Derrière la légalité apparente se cachaient des sociétés de télécommunications, des missions humanitaires, des projets miniers, même des programmes de lutte antiterroriste. Mais dans les coulisses, c'était une machine à siphonner des informations, étrangler l'économie et fracturer la classe politique burkinabé. Le réseau s'organisait en 3 strates. Première strate, l'infrastructure technique. Des entreprises telles que Westel Africa installèrent des relais dans 18 provinces sous couvert d'élargir l'accès gratuit à Internet, mais équipés en réalité de dispositifs d'interception des signaux. Rien qu'en 2023, plus de 48 millions d'appels téléphoniques furent secrètement copiés, ainsi que 2 millions de messages textes, puis acheminés par des connexions cryptées vers un centre d'analyse situé à Herzliya en Israël. La deuxième strate était l'infiltration économique. En 2018, un fonds d'investissement israélien signa un accord d'1,4 milliard avec le Burkina Faso pour le développement minier et la cybersécurité. Une clause dissimulée, jamais révélée au public, offrait aux experts étrangers un accès direct aux systèmes nationaux de gestion des ressources. Ainsi, la mine d'or d'Anata fut surexploitée de plus de 60% avec 4 tonnes 200 kg d'or disparaissant chaque année, représentant environ 250 millions de dollars. La troisième strate, l'ingérence politique. Des ONG et des instituts de recherche soutenus par Israël finançaient secrètement des groupes d'opposition, attisant les tensions religieuses et ethniques. Entre 2020 et 2023, au moins 18 campagnes de désinformation avaient été orchestrées, discréditant le gouvernement burkinabé et déclenchant des manifestations violentes. La sécurité nationale était minée. Les données militaires, les cartes minières et les listes du haut commandement de l'armée s'évaporaient régulièrement. En août 2022, un convoi transportant du minerai d'uranium dans le nord fut attaqué sur un itinéraire et à un horaire connu seulement d'un cercle restreint de responsables. L'économie saignait. Entre 2015 et 2023, le Burkina Faso perdit 3,8 milliards de dollars à cause de la surexploitation, de l'évasion fiscale et de la manipulation des prix. La société se fragmentait. Dans la région du Sahel, 2 communautés autrefois unies s'affrontaient, en partie à cause de rumeurs, relayées sur des plateformes contrôlées par le même réseau, selon lesquelles l'une aurait obtenu la priorité sur les mines au détriment de l'autre. Le coup de filet fut donné le 17 mai 2024, à 7h15 du matin. 14 camions militaires encerclèrent le siège de Westel Africa à Ouagadougou. Des soldats armés privent d'assaut les locaux, saisissant 320 disques durs, 210 serveurs et tous les dispositifs de communication cryptés. Les premières informations révélèrent qu'une cartographie détaillée des positions militaires du Burkina Faso avait été transmise à l'étranger seulement 48 heures auparavant.
Au même moment, dans le sud du pays, les forces spéciales menèrent un assaut contre le siège d'Africa Resource Analytics, une prétendue société de conseil minier qui se révélait être en réalité l'antenne d'un puissant conglomérat israélien de défense. À l'intérieur, ils mirent la main sur une réserve de données de 1,7 téraoctets contenant notamment des informations confidentielles sur des gisements pétroliers non déclarés dans la région de Gao dont la valeur était estimée à environ 8 milliards de dollars. À 9h30 du matin, d'autres équipes prirent d'assaut simultanément 6 sites supplémentaires liés à l'affaire, allant des bureaux d'organisations non gouvernementales au centre de traitement de données. Plus de 40 employés étrangers furent escortés hors des lieux, dont 11 porteurs de passeports israéliens. Tout le matériel de communication par satellite fut placé sous scellé. La déclaration tonitruante. Cet après-midi-là, Traoré apparut sur la télévision nationale. Aujourd'hui, nous avons tranché les tentacules qui étranglaient la gorge du Burkina Faso. Aucune nation, aussi riche ou puissante soit-elle, n'a le droit de transformer notre pays en échiquier pour ses jeux d'influence. Ceux qui conspirent dans l'ombre et trahissent la patrie en paieront le prix. L'opinion publique explosa. Dans les capitales voisines, la stupeur et l'inquiétude s'installèrent. Seront-ils la prochaine cible d'une frappe traoréenne ? Depuis Ouagadougou, la nouvelle se répandit à la vitesse de l'éclair. En moins de 24 heures, les réseaux sociaux africains furent inondés d'images montrant des soldats burkinabés escortant le personnel étranger, scellant des serveurs et chargeant des caisses d'équipements cryptés dans des camions. L'effet domino était enclenché. À Bamako, au Mali, le président Assimi Goïta ordonna la suspension de tous les contrats de technologie de défense passés avec des partenaires israéliens en attendant leur réexamen. À Conakry, en Guinée, le ministère de la Communication annonça la fermeture pour une durée indéterminée de 2 entreprises de cybersécurité soutenues par Israël. Au Niger, une enquête complète fut lancée sur tous les projets d'infrastructures télécom liés à l'étranger. Ce n'étaient là que les premiers gestes. Mais le message était limpide. Nul ne voulait devenir le second Burkina Faso. À Tel Aviv, la panique s'installa. Le 18 mai 2024, à 5 heures du matin, Benjamin Netanyahou convoqua une réunion d'urgence au bureau du Premier ministre. Étaient présents le directeur du Mossad, le ministre de la Défense et les principaux conseillers en sécurité nationale. L'atmosphère était lourde. Chaque diapositive du rapport apportait son lot de mauvaises nouvelles. Une carte projetée sur le mur montrait qu'au moins 9 pays africains étaient en train de revoir ou de démanteler des infrastructures financées par Israël. Les pertes prévues dépassaient 3 milliards de dollars américains en 6 mois si la tendance se poursuivait. Un conseiller s'exclama. Il ne vise pas seulement le Burkina Faso. Traoré érige un mur autour de toute l'Afrique de l'Ouest. C'est un précédent mortel. Des ondes de choc traversèrent l'Occident. À Paris, le président Emmanuel Macron appela directement Netanyahou, exprimant sa vive inquiétude et s'engageant à œuvrer de concert pour trouver une solution afin d'enrayer cette vague de résistance. Washington entra aussi dans la danse. Le département d'État des États-Unis publia un communiqué. Nous suivons de près la situation et exhortons le Burkina Faso à respecter ses engagements de coopération internationale. Mais à huis clos, les responsables américains avouaient craindre que la doctrine Traoré ne se propage au-delà de la sphère sécuritaire, gagnant les secteurs miniers, énergétiques et d'autres industries. La pression pour riposter monta d'un cran. Le 20 mai, les réseaux médiatiques acquis à Israël lancèrent des reportages coordonnés présentant Traoré comme un dictateur émergent, l'accusant de déstabiliser la région et de s'aligner sur des puissances hostiles à l'Occident. Objectif, isoler diplomatiquement le Burkina Faso et affaiblir le soutien interne. Mais la contre-offensive piétina. Sur les plateformes sociales africaines, le mot dièse numéro Trior pour l'Afrique grimpa rapidement en tête des tendances. Des millions de personnes exprimèrent leur soutien, beaucoup proclamant le 17 mai la journée de la souveraineté. Le dernier appel. D'après des sources internes, Netanyahou téléphona personnellement à un chef d'État africain pour lui demander d'agir en médiateur et d'engager des négociations avec Traoré. La réponse fut enregistrée mot pour mot. « Nous avons trop longtemps vécu sous votre domination. L'ombre s'est dissipée. Aucune négociation n'est possible. » L'appel prit fin là. Benjamin Netanyahou resta muet près d'1 minute entière avant de donner l'ordre suivant. « Activez tous les canaux. Par tous les moyens, arrêtez-le avant que tout le continent ne suive son exemple. » Cependant, lorsque ces instructions furent transmises, il était déjà trop tard. La porte s'était refermée.
Le rempart construit par Traoré n'était pas fait de soldats, mais du crédit accordé par des centaines de millions de personnes. Et cela, le Mossad ne pouvait y pénétrer. Le 22 mai 2024. Opération Cœur Noir. Juste 5 jours après l'attaque directe de Traoré, une succession d'événements inhabituels éclata à travers le Burkina Faso. Dans la capitale, Ouagadougou, le réseau électrique national s'effondra soudainement pendant 6 heures, paralysant les télécommunications, ainsi que les transactions bancaires. Au nord, un convoi transportant du matériel médical fut pris en embuscade. 12 soldats y trouvèrent la mort. Les médias occidentaux se précipitèrent pour relayer la nouvelle. Les troubles gagnaient du terrain, disait-il, après les actes inconsidérés de Traoré. Rapidement, le bureau du contre-espionnage mit au jour des preuves formelles. Tout cela s'inscrivait dans le cadre d'une opération secrète orchestrée par des unités liées au Mossad sous le nom de code Cœur Noir. Leur objectif, semer le désordre interne, façonner l'opinion que l'expulsion du réseau israélien avait plongé le Burkina Faso dans le chaos, et pousser la population ainsi que certains officiers mécontents à se retourner contre le gouvernement. Première étape, sabotage des infrastructures. Des ingénieurs internes, anciens employés de West El Africa, avaient dissimulé des codes malveillants dans le système de contrôle du réseau électrique. Une fois activés à distance, ils mirent hors service la commande centrale, projetant 11 provinces dans l'obscurité. Deuxième étape, attiser la violence. Des groupes armés locaux reçurent soudainement d'importantes sommes en liquide et des armes, acheminées par une filière clandestine passant la frontière du Niger. Les renseignements démontraient qu'une partie de cet armement avait été transportée par de grands drones originaires d'un pays du Moyen-Orient. Troisième étape, guerre de l'information. Des centaines de faux profils sur les réseaux sociaux propagèrent des accusations selon lesquelles Traoré aurait vendu des mines d'uranium à une nation asiatique et coupé l'aide médicale internationale, provoquant la famine chez les enfants. Ces mensonges étaient coordonnés et diffusés simultanément sur Facebook, Twitter et Telegram. La contre-offensive de Traoré. Ce que Netanyahou n'avait pas anticipé, c'est que Traoré avait déjà mis en place le plan bouclier avant même de lancer l'opération du 17 mai. Le 23 mai, accompagné du ministre de l'Énergie, il apparut à la télévision nationale pour exposer toutes les preuves du logiciel malveillant implanté par West El Africa, y compris des images extraites d'échanges internes entre ingénieurs et une adresse de serveur située à Tel Aviv. Il parla sans détour. Ils ne veulent pas seulement piller nos ressources, ils souhaitent nous voir plier dans la nuit, mais nous n'avons pas peur de l'obscurité. Ce jour-là même, l'armée déploya des unités techniques pour remplacer toute l'infrastructure de contrôle de l'électricité par un système domestique provisoire. Moins de 48 heures plus tard, le courant fut totalement rétabli, plus vite que ce qu'avaient prédit les experts internationaux. Face aux groupes armés, Traoré ordonna de couper toute assistance en renforçant les contrôles frontaliers comme jamais auparavant. Au poste de l'Est, les troupes interceptèrent un convoi de camions transportant 400 fusils d'assaut et 60 000 cartouches de munitions. La télévision nationale diffusait des images claires des numéros de série, qui correspondaient à un lot déjà repéré dans un dépôt militaire du Moyen-Orient. Sur le terrain de la désinformation, il prit la mesure la plus radicale. Il rendit publique sur Internet l'intégralité des archives financières nationales permettant à chaque citoyen de vérifier qu'aucune vente d'uranium n'avait eu lieu. L'un de ses conseillers médias déclara « Nous les avons vaincus par la transparence totale, la lumière fait mourir le mensonge ». Réaction à Tel Aviv. Le 26 mai, le journal Haaretz rapporta en interne que Benjamin Netanyahou, fou de rage, brisa une tasse de café en apprenant que Traoré avait complètement neutralisé l'opération Cœur Noir en seulement 72 heures. Un général de l'armée israélien fut cité « Nous l'avons sous-estimé ». Il ne s'agit pas d'un chef impulsif. C'est un stratège, conscient des effets inattendus de ses actions. Ironie du sort, la campagne de sabotage produisit un résultat inverse à celui escompté. Lorsque la population du Burkina Faso vit son dirigeant exposer au grand jour aussi bien les courriels des adversaires que les livres de comptes du Trésor national, la confiance publique s'en trouva renforcée. Une enquête interne menée par l'université de Ouagadougou, le 28 mai, révéla que 91% des citoyens soutenaient la position intransigeante de Traoré contre l'ingérence étrangère. Dans les pays voisins, la vague de purification des infrastructures n'en finissait plus de s'étendre. Le Bénin annonça la suspension de tous les projets technologiques financés par le Moyen-Orient. Le Togo mit en pause ses contrats avec une société d'exploration de données subventionnée par Israël. Benjamin Netanyahou et ses alliés comprirent que le temps pressait pour inverser la tendance, chaque jour réduisant encore leur marge de manœuvre.
Pourtant, chacune de leurs réactions précipitées ne fit que consolider davantage l'image de Traoré en tant qu'incarnation inébranlable de la souveraineté africaine. Le 2 juin 2024, alors que le Burkina Faso semblait sortir de la tempête, un rapport interne de la direction de la sécurité militaire fit trembler le palais présidentiel. Une analyse minutieuse des disques durs saisis chez Westel Africa révéla une adresse IP énigmatique, ayant accédé à de multiples reprises au système de sécurité nationale depuis le siège du commandement militaire. Le détenteur de ce compte n'était autre que le colonel Karim Doumbia, directeur général adjoint de la sécurité, un homme choisi personnellement par Traoré, en raison d'une confiance totale. Doumbia transmettait en secret des informations sensibles via un canal intermédiaire à Abidjan en Côte d'Ivoire avant qu'elles ne soient envoyées directement à Tel Aviv. Un choc personnel. Dans la nuit du 3 juin, Traoré réunit son état-major à huis clos dans la salle stratégique. L'ambiance était lourde, presque étouffante. Face à la photo de Doumbia projetée à l'écran, il prit la parole d'une voix grave. Il se tenait à mes côtés dès le premier jour de la campagne, et pourtant, il était leur dernier maillon. Les conseillers redoutaient que la divulgation de cette trahison ne brise la confiance du peuple. Mais Traoré opta pour un choix radical. Le matin du 4 juin, il s'adressa à la nation en direct à la télévision et révéla toute la vérité. Nous avons découvert un traître dans nos propres rangs. Voilà la leçon. L'ennemi ne se cache pas seulement au-delà de nos frontières, il peut se trouver tout près de nous. Mais nous n'avons pas peur de la vérité, car seule la vérité peut maintenir notre unité. Arrestation nocturne. Cette même nuit, les forces spéciales encerclèrent la villa de Doumbia. Aucun coup de feu ne fut tiré, mais la tension était palpable. Escorté dehors, Doumbia resta silencieux, affichant seulement un sourire glacial. Dans la poche intérieure de sa veste, les agents découvrirent une clé USB contenant des cartes détaillées de gisements de lithium encore inconnus au Burkina Faso, une ressource stratégique évaluée à plusieurs dizaines de milliards de dollars américains. Effet domino. L'affaire bouleversa la nation entière, mais la réaction fut à l'opposé des attentes du Mossad. Au lieu de douter de leur chef, les citoyens félicitèrent Traoré pour avoir agi avec transparence et fermeté, même contre un proche collaborateur. Un commentaire sur les réseaux sociaux relayé des dizaines de milliers de fois résumait l'opinion générale. Il ne protège pas ses amis, il protège le pays. Nouvelle vague. Les États voisins surveillèrent de près la révélation de cette trahison. Au Mali, 3 officiers supérieurs furent arrêtés pour des liens présumés avec des réseaux étrangers. En Guinée, le gouvernement institua un comité spécial chargé d'enquêter sur les responsables de la défense. Le Burkina Faso devenait sans le vouloir un modèle d'assainissement interne face à l'espionnage. Mais à Tel Aviv, les conseillers de Netanyahou l'interprétèrent autrement. L'affaire Doumbia prouvait que des failles permettaient toujours d'infiltrer le système. Un document interne divulgué affirmait « Si l'on ne peut briser le mur de l'extérieur, il faut l'éroder de l'intérieur ». Traoré avait saisi que cette guerre était loin d'être terminée. L'épisode Doumbia n'était qu'un rappel. L'adversaire n'abandonnerait pas la partie. Chaque victoire présente n'était que le prélude aux batailles de demain. Le 10 juin 2024, la nation se rassembla. La place nationale de Ouagadougou était noire de monde. Plus de 200 000 personnes venues de toutes les régions s'étaient rassemblées, brandissant des drapeaux, des banderoles et entonnant des chants. Au milieu de cette marée humaine, Ibrahim Traoré gravit la tribune, vêtu d'une vieille veste militaire élimée, mais les yeux flamboyants d'une détermination sans faille. D'une voix posée et limpide, il raconta le chemin parcouru, depuis la découverte de ce contrat de télécommunication en apparence anodin, jusqu'à la mise à jour du complexe réseau d'espionnage de Netanyahou, l'assaut direct du 17 mai, le sabotage Black Heart et même le choc de la trahison de Doumbia. Il ne laissa dans l'ombre aucun détail, convaincu qu'un peuple ne peut accorder sa confiance que dans la lumière la plus totale. La souveraineté, expliqua-t-il, n'est pas un document à signer. Elle est faite de sang, de sueur, d'intelligence et de courage. Être souverain, c'est refuser que quiconque, aussi riche ou puissant soit-il, ne mette la main sur votre gorge. La place tout entière résonna d'un cri uni. « Traoré, Traoré !» Mais il leva la main, exigeant le silence. « Je ne suis pas là pour recevoir des applaudissements.
Je suis là pour vous rappeler que cette guerre ne s'achève pas avec une seule victoire. L'ennemi reviendra, il changera de visage, de méthode, et si votre génération baisse la garde, l'histoire se répétera. Il s'interrompit, plongeant le regard au cœur de la foule. Accepterez-vous que vos enfants grandissent dans un pays où l'information, les ressources et chaque décision se trouvent sous contrôle étranger? Des centaines de milliers de voix hurlèrent à l'unisson « Non !» Alors, chaque personne ici devient un soldat. Tous ne portent pas de fusil, mais chacun peut défendre la patrie grâce à la vérité, à la vigilance et à l'intégrité de sa conscience. De haut de la tribune, Traoré lança un appel pour que l'histoire de la résistance soit inscrite dans les programmes scolaires, de l'école primaire à l'université. Il affirma que si les enfants apprenaient dès leur plus jeune âge que leurs ancêtres ont été dépossédés de leurs terres, de leur or et de leur liberté, jamais ils ne permettraient que cela se reproduise. Les écoles enseigneraient la doctrine Traoré, fondée sur 3 principes. Une transparence absolue pour chaque contrat avec l'étranger, une tolérance zéro à toute forme d'opération secrète, et une coopération régionale pour surveiller et réagir rapidement à toute ingérence. Il insista. L'éducation est l'arme la plus puissante. Les balles peuvent venir à manquer, mais une fois la connaissance transmise au peuple, nul ne peut la lui retirer. L'onde de choc ne tarda pas. Seulement 2 semaines après son discours, 6 nations d'Afrique de l'Ouest signèrent officiellement le pacte pour la souveraineté des données. Ce document inédit instituait une liste noire commune des entreprises accusées d'exploitation des données et d'ingérence politique. Sans surprise, nombre de ces noms menaient à Tel Aviv. L'Union africaine convoqua une réunion d'urgence et adopta une résolution appuyant la résistance à la domination étrangère clandestine. Dans les médias occidentaux, on parlait d'un séisme géopolitique. Mais, pour les peuples d'Afrique, ce n'était que la première étape d'un long parcours, un pont vers la génération suivante. Dans les villages reculés, les enfants n'étaient plus envoyés de force dans les mines. Ils prenaient place dans des salles de classe nouvellement construites, ouvrant des livres qui racontaient l'histoire du 17 mai. Sur la couverture figurait le drapeau du Burkina Faso, flottant fièrement devant une rangée de serveurs scellés, symbole de la reconquête de leur souveraineté numérique. Les anciens racontaient à leurs petits-enfants le temps des ténèbres, où chaque appel, chaque mine d'or, chaque décision nationale était manipulée par des mains invisibles. Puis ils relataient l'aube nouvelle, lorsqu'un dirigeant eut le courage de dire non à un système enraciné depuis des décennies. Si, en écoutant ce récit, votre cœur se met à battre plus fort, ne laissez pas cette émotion retomber. Partagez votre opinion en commentaire, car chaque voix bâtit le rempart de la liberté. Si vous pensez que la souveraineté est inaliénable, que la liberté est le droit de naissance de chaque nation, alors cliquez sur j'aime et partagez cette histoire afin que la flamme ne s'éteigne jamais. Et si vous désirez poursuivre le chemin à nos côtés, prêtez l'oreille et portez plus loin les récits de celles et ceux qui osent défier l'obscurité, alors abonnez-vous à notre chaîne. Nous sommes 99%, mais il suffit d'un seul % animé par le courage pour transformer le destin d'un continent entier. Soyez ce 1%. Un grondement de voix envahit la place, dominant le rythme des tambours et les mélodies entonnées. Ce jour-là, le Burkina Faso ne fêtait pas simplement une victoire. On y plantait la graine d'un avenir où chaque génération saurait se redresser fièrement sans jamais baisser la tête.